Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 127 que j'ai intitulé Quelque chose de trop souvent sous-estimé dans les relations amoureuses. Dans cet épisode, je vais te parler de culture. Alors pas de culture de couple, j'en parle parfois, mais là on va parler de culture, on va dire dans laquelle tu as baigné, dans laquelle tu as grandi. Ta culture familiale, la culture de la société, ta culture religieuse éventuellement si c'était part de ton enfance, de ces années-là où tu t'es construit. Et on va voir un peu comment ça impacte le couple dans trois dimensions essentielles, dans trois choses qui sont vraiment importantes. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé et en même temps qui explique tellement de choses. On reste quand même... Bon, moi, je suis français, je vis en France. Je sais que j'ai des auditeurs qui m'écoutent un peu partout dans le monde, avec des pays avec des cultures différentes. Je me rends compte de l'importance déjà de la culture dans ma relation actuelle entre ma chérie est française, je suis français. On a a priori grandi dans le même pays, plus ou moins, avec des familles différentes. Et là, déjà, la culture, elle est grande. Ensuite, j'ai été marié à une Serbe qui a vécu dans une culture plus dure. Il y a eu la guerre en Serbie. Elle a grandi dans une famille avec quelqu'un qui était malade, qui a une sclérose en plaques. Sa mère, elle a connu c'est des gens qui étaient assez chrétiens, chrétiens orthodoxes, etc. Et là, je me suis rendu encore plus compte de l'impact de la culture, en fait. Et je voulais te parler rapidement de ma relation actuelle, dans le sens où, même si la culture semble très similaire, il y a énormément de choses, et on va le voir dans cet épisode. Donc déjà, si tu es dans un couple où il y a, comme j'ai été marié, avec des nationalités différentes, des cultures différentes, etc., de classes sociales différentes, la culture va jouer un rôle essentiel dans la construction de cette relation, dans les, dans les attentes de chacun, dans la manière d'être. À plein de niveaux, ça va vraiment jouer, et souvent on le regarde pas, en fait. Et même si ça paraît que vous êtes de la même culture, entre guillemets, vous avez grandi tous les deux en ville, vous avez à peu près... Tu verras que si tu regardes de près, il y a beaucoup de nuances sur comment vous avez été élevés, comment étaient les parents à la maison, très probablement du moins. Bien sûr qu'il y aura quelques auditeurs sûrement qui seront dans la situation où les cultures à la maison étaient très proches, très très proches. Et dans ce cas-là, peut-être que vous vous comprenez mieux à certains endroits, peut-être que vous avez des attentes partagées, etc. Mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi dans la même culture de notre partenaire. C'était des choses qui étaient différentes, ne serait-ce que la classe sociale, ne serait-ce que le lieu, ville, campagne, ne serait-ce que ce soit la religion plus ou moins présente, et la relation à la religion de la famille, etc. etc. Et, euh, et en fait, c'est assez simple quand tu y penses. Si tu connais un peu les bases de la psychologie, du moins dans beaucoup de courants de la psychologie, on part du principe que quasiment tout, beaucoup de choses, voire tout, viennent de ton enfance. Donc souvent, on va regarder ce qui s'est passé dans ton enfance, comment c'était à la maison, etc., pour comprendre où tu en es aujourd'hui, en fait. Alors des fois, c'est à la maison, des fois, c'est à l'école, des fois, c'est dans l'entourage, des fois, il y a la culture aussi plus générale du pays dans lequel tu as grandi, etc., etc. Donc ça peut être important de juste de penser à ça quand je te parle de culture dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu as baigné, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y avait autour de toi voilà, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, les 20 premières années de ta vie. Donc ça va sûrement définir en fait un peu le rôle de l'homme ou de la femme que tu es, le rôle de l'homme ou de la femme avec qui tu es, qu'est-ce que tu attends de cette personne, la place du couple dans la vie, ce genre de choses, ou la manière de vivre le couple, la vision aussi de ce qu'est une relation, ou une belle relation de couple, une relation réussie, comment on communique. On va développer des croyances autour de ces années-là de notre vie, quoi. Et souvent de manière inconsciente, tu ne te rends pas compte à quel point il y a plein de choses que tu crois autour des relations amoureuses que tu as jamais remis en question et qui viennent de là, en fait, qui viennent de ces premières années de vie, de ces 2 premières décennies de vie. Et peut-être que c'est pas vrai, et peut-être que ça peut être différent, et peut-être que c'est vrai dans un certain contexte et que c'est faux dans un autre, et qu'il n'y a pas besoin de ça dans ta relation actuelle, pour l'homme ou la femme que tu es, il n'y a peut-être pas besoin de cette croyance-là, elle te sert pas en fait. Elle était très bien jusqu'à présent, mais aujourd'hui elle te sert plus, elle te fait du mal, elle tire ton couple vers le bas, et peut-être qu'il est temps d'en changer en fait. Donc tu te rends pas toujours compte, on se rend pas toujours compte, moi le premier, de l'impact de tout ça en fait, de l'impact profond et complexe que ça a. Ça peut vraiment aussi... J'ai des mots anglais qui viennent, donc j'essaie de les traduire rapidement plutôt que de les donner en anglais, mais ça peut vraiment
créer, on va dire, les habitudes du quotidien, comment ça marche une famille, quoi. C'est comment on fait le ménage, à quelle heure on mange, comment on mange, ce genre de petits détails, quoi. Si t'as grandi dans une famille dans laquelle on avait le droit d'avoir son téléphone à table, on regardait la télé, on se parlait pas, ou l'inverse, tout ça c'était prohibé, c'était banni, c'était impossible de penser que tu puisses être sur ton téléphone portable, regarder la télé en mangeant. Et quand on mange, on parle, on raconte sa journée, on s'exprime, on parle de ce qui se passe à l'intérieur, etc. C'est des cultures qui sont fondamentalement différentes à ce niveau-là. À cet endroit-là, elles sont très différentes. Et tout ça pour te donner quelques exemples. Peut-être qu'on verra pas tout aujourd'hui. Je vais me concentrer sur 3 choses vraiment aujourd'hui. On verra pas tout ça. Mais on va explorer 3 aspects plus en profondeur vraiment de l'impact de cette culture que ces 20 premières années de vie, peut-être 25, peut-être 15, ont eu pour toi dans ta manière de faire les relations. Qu'est-ce que ça a figé, entre guillemets. Tu vois, souvent, nos croyances, notre manière d'être, elles sont figées. Ça s'est cristallisé en croyances, en actions, en manière d'être, etc. Et du coup, il faut un peu défiger tout ça pour pouvoir le transformer, pour en mettre autre chose à la place, tout simplement. Donc c'est soit un travail qu'on fait en psychologie, en développement personnel, peu importe, sur une voie plus ésotérique. C'est souvent ce travail-là qu'il y a à faire quand tu grandis, c'est de se dire, bon, ok, ça en fait je l'ai appris de mes parents, de la société, j'en ai pas besoin, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être. C'est pas que c'est mal, c'est juste que j'en ai pas besoin, c'est pas ce que je veux moi, c'est pas ce qui me sert moi, c'est pas ce qui est là pour ma relation, c'est pas ce qui me soutient. Il faut aussi comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très différent du monde dans lequel ont grandi nos parents, dans lequel ont grandi nos grands-parents, et eux donc ils avaient leur culture qui était nécessaire à cette période-là de leur vie, et qui peut-être aujourd'hui ne sont pas utiles, ne servent pas ta relation, ton couple. Donc on va voir 3 choses. La première, ça peut être apprendre comment aimer et comment être aimé, ou peut-être les styles d'attachement, si on parle de psychologie. En psychologie, il y a 3 styles d'attachement, j'ai oublié de qui est ce travail. Je vais te les expliquer rapidement, tu vas comprendre un peu. Donc pour les plus chanceux d'entre nous, on a un attachement qui est sécurisé, ça veut dire qu'on a évolué dans un environnement où nos besoins émotionnels étaient comblés globalement, majoritairement, très souvent. Donc on avait des parents qui étaient disponibles émotionnellement et physiquement. Donc quand on avait besoin, quand tu étais un bébé et que tu te mettais à pleurer, il y avait quelqu'un qui venait. Plus tard, quand tu étais un petit garçon, une petite fille, il y avait quelqu'un qui venait aussi quand tu avais des besoins émotionnels. Il y avait un parent qui était attentif, qui était présent, qui avait la capacité d'être là pour toi. Et donc souvent, quand on a cette chance-là de vivre dans cette enfance, on va dire presque idéale, où nos besoins physiques et nos besoins émotionnels, ils ont été nourris, ils ont été comblés, ils ont été entendus, ils ont été vus, ils ont été, j'allais dire traités, c'était pas le bon mot, mais nos parents étaient là pour nous, quoi. C'est des gens qui vont aller facilement vers l'intimité émotionnelle. C'est des gens qui vont avoir confiance dans la relation, dans la solidité de la relation, et ils vont pouvoir exprimer leurs besoins, leurs émotions, etc. Donc c'est une gestion des conflits qui est souvent plus productive. C'est souvent des personnes qui vont trouver des partenaires qui sont bons pour eux. Tu vois, donc là, parce qu'il y a eu une base saine, entre guillemets, on va pouvoir faire des relations amoureuses plus saines. Donc, si tu avais de la chance d'avoir eu des parents comme ça, d'avoir une situation familiale comme ça, c'est super parce que il y aura des choses que tu n'auras pas à régler, il y aura des choses que tu vas pas rencontrer dans ta vie. Et après, il y a 2 autres types d'attachements qui, eux, sont la réalité, sont ce qu'ils sont, mais qui amènent des fois un peu plus de challenge dans le couple, qui sont un peu plus compliqués. Et je ne jette la pierre à aucun parent. On n'est pas là pour jeter la pierre des parents, ceux qui ont été plus habillement, moins habillement, à différents endroits, dans différentes dimensions. Là, je te parle du couple, hein, des parents qui ont été super pour te donner cet attachement sécurisé. Peut-être qu'ils ont été nuls pour t'apprendre d'autres choses et ça va être un gros problème dans ta vie. Et peu importe. On n'est pas là pour juger les parents, on n'est pas là pour juger ceux qui sont parents, ce que tu fais avec tes enfants. On est vraiment là pour faire un constat et pour comprendre, ok, comment ça influence tout ça, et moi, qu'est-ce que j'en fais ? Une fois que j'ai compris comment ça a influencé ma vie d'adulte, comment ça influence mes relations, mon couple, qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je vais le transformer ? C'est ça qui m'intéresse au final, c'est pas juste faire un constat pour se fouetter, ou se plaindre, ou j'en sais rien, se dire « ouais, j'ai pas de chance, c'est comme ça va être comme ça toute ma vie », c'est ok, j'en suis là, cette carte de lecture, elle me dit que j'ai vécu ça quand j'étais enfant probablement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre quand je suis adulte ? C'est pas ça, quel travail je vais devoir entreprendre pour changer ça en fait, pour guérir, pour grandir, pour transformer. Donc premier style d'attachement, l'attachement sécurisé. Le deuxième, c'est celui qu'on appelle anxieux ou préoccupé. Donc là, l'environnement familial, l'environnement peut-être au-delà de la famille, aussi l'école, etc., il y avait des besoins émotionnels qui n'étaient pas toujours satisfaits de manière fiable, tout simplement. Donc il y avait une sorte d'aléatoire, d'irrégularité, d'indisponibilité temporaire, ou parfois un peu plus souvent. Mais en fait,
le fait de l'avoir et de pas l'avoir, ça va créer une anxiété en fait. Ça va créer une anxiété. C'est pour ça que c'est un attachement qui est appelé anxieux préoccupé. Et donc là, on va être un peu dans l'attente de la validation de l'autre, de la réassurance par notre amoureux, notre amoureuse. On va attendre qu'ils nous disent oui, ça va, je t'aime, t'en fais pas, rassure-toi, je suis là pour toi. T'es toujours un bon chéri, t'es toujours une bonne chérie. Voilà, on peut être préoccupé par la peur de l'abandon. Et ce qui peut arriver pour ces personnes-là, c'est on va vivre des relations de couple qui ont des hauts et des bas. Parce il y a la peur du rejet, il y a des moments où on est... moi, je me mettrais plutôt dans cette catégorie-là, de l'attachement anxieux préoccupé. Je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Des fois, je me sens je me retrouve dans le sécurisé, des fois je me retrouve dans le dernier, dans l'évitant, le détaché. Mais celui-là, c'est où je me retrouve le plus. Et pour moi, le haut et le bas émotionnel, ce serait pas nécessairement que la relation, elle a vraiment un gros haut ou un gros bas, mais c'est une question de doute. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu mes langages de l'amour, comme du toucher physique et du temps de qualité, ben, je vais commencer à avoir peur que j'ai fait une connerie, que ma chérie ait quelque chose à me reprocher, qu'elle soit en train de tomber tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, c'était très fort au début de ma vie d'adolescent. Bien sûr, ma vie de jeune adulte, c'est des choses qui pourrissaient un peu ma relation amoureuse, qui étaient très fortes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Enfin, je suis beaucoup plus flexible avec tout ça, je gère ça beaucoup mieux. Voilà, je suis pas paranoïaque, j'ai pas une peur d'abandon de fou, etc. Mais il y a des petits moments, ça vient me chercher. Alors j'apprends à l'accueillir, à l'observer, tu vois. Et puis à me dire, bon, en fait, rappelle-toi toutes les autres choses qui se sont passées aujourd'hui, le nombre de fois qu'elle t'a dit je t'aime, le fait que c'est toi qu'elle choisit. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rassurer sans devoir aller avoir la validation de l'autre, la réassurance de l'autre. En fait, ça peut être un chemin qu'on peut faire pour les gens qui ont ce style d'attachement. Moi, c'est ce que je fais, c'est me rendre compte à quel point j'apporte quelque chose à la relation, me rendre compte à quel point ma chérie elle est contente d'être avec moi, etc. Et de faire attention aussi à ça, et pas qu'au moment où, pour moi, éventuellement, ça aurait pu être des signes de rejet, d'abandon, de choses comme ça. Parce que ça veut pas dire qu'elle me rejetait, qu'elle m'abandonnait, c'est moi qui le perçois comme ça. Donc voilà, il y a ces hauts et bas émotionnels. Toi, je sais pas comment tu les vis, si tu te reconnais ici. Moi, je le vis vraiment comme des phases où je doute pas de mon amour pour ma partenaire, mais plus de est-ce qu'elle m'aime encore, est-ce qu'elle veut encore être avec moi, etc. Donc moi, ça s'exprime comme ça, avec bien sûr donc c'est une peur de rejet, d'abandon derrière aussi, etc. Et dans ce cas-là, vraiment un besoin de proximité. Et des fois, je me rends compte que c'est des moments où je peux être un peu étouffant. C'est dans ces moments-là, c'est quand je suis en insécurité, c'est là où je vais essayer de compenser, faire des blagues lourdes, vouloir être trop proche physiquement trop souvent, dans des moments où c'est pas approprié, etc. Et du coup, ça va créer une sorte d'étouffement, et du coup, ça va être cette dynamique que je ne pouvais pas spécialement en parler dans ce podcast-là, mais je vais l'amener rapidement j'ai oublié comment on dit ça, mais c'est entre guillemets, quand il y en a un qui court après l'autre il fuit, et une fois qu'on arrête de courir après l'autre, c'est l'autre qui nous court après l'autre, et c'est nous qui fuyons. Il y a cette dynamique-là qui se met en place. Donc moi, dans ces moments-là, quand je suis dans la sécurité, je vais avoir tendance à courir vers elle, et elle va se sentir oppressée, elle va se sentir étouffée, du coup elle va fuir. Donc là, idéalement, c'est moi, je prends conscience de ce qui se passe chez moi, j'ajuste, éventuellement je le verbalise, je lui dis, tu vois, je suis dans mon insécurité, je suis là-dedans, etc. On connaît, on a déjà visité 50 fois, moi je l'ai déjà visité des milliers de fois, pas de souci. Et elle peut faire un peu plus vigilant, puis elle se sent étouffée, elle peut me dire, là, peut-être que tu vois, t'es agité par ça en ce moment, est-ce qu'il y a une insécurité, est-ce qu'il y a un truc, etc. Et comme ça, on peut le gérer, entre guillemets. Ça, c'était le deuxième attachement, l'attachement anxieux, l'attachement préoccupé. Ensuite, il y a le troisième attachement, qui est l'évitant ou le détaché. Donc là, on a évolué dans un environnement où les besoins émotionnels étaient vraiment rarement satisfaits, voire ignorés, voire minimisés. Des fois, c'est pas qu'ils sont complètement ignorés, c'est juste que il n'y avait pas la disponibilité, donc c'est pas grave, t'en fais pas, ça va passer. Ils sont minimisés, et plein de fois, et du coup, on va vraiment, pour se protéger, on va un peu mettre une carapace immense, quoi. Autant quand on est anxieux, préoccupé, moi j'ai mis une carapace assez importante à certains passages de ma vie, plutôt à l'âge adulte d'ailleurs, que ma vingtaine, plutôt qu'étant enfant. J'imagine que ça a commencé aussi là, plutôt à l'adolescence. Et donc là, il y a une carapace, il y avait vraiment ces besoins émotionnels et physiques qui n'étaient pas vraiment satisfaits. Et du coup, là, ce que ça peut créer, ça peut vraiment... L'intimité, ça fait peur, on va l'éviter, on va prendre une distance, ces gens qui mettent de la distance. Donc moi, des fois, je me reconnais là-dedans, des fois, je mets de la distance, je me sens un peu renfermé. Donc tu vois, je me retrouve bien dans l'anxiété, dans le préoccupé, je me rends compte que des fois, je suis dans l'évitant aussi. Pas nécessairement en amour, plus en amitié, par exemple, plus avec la famille, par exemple, dans d'autres relations. En amour, je suis plus dans l'anxieux occupé, et des fois, dans la famille, avec les amitiés, je suis plus dans l'évitant. Donc c'est des gens qui vont avoir du mal à exprimer leurs besoins, les émotions, peut-être du mal à communiquer. Il y a vraiment cette carapace, quoi, qui
qui gêne un peu tout, qui gêne le bon fonctionnement de la relation, la bonne expression de ce qui est là pour soi, et de se dire, oh, ben voilà, j'ai des besoins, ils valent le coup d'être exprimés, et peut-être d'être satisfaits éventuellement, sur un coup de chance, ou sur une bonne communication, sur un alignement de moi et ma partenaire. Et ouais, voilà. Donc c'est les trois, c'était là vraiment la première chose que la culture dans laquelle tu as grandi, elle peut influencer ton style d'attachement. Donc ça, c'est quelque chose de très psychologique, on va dire. Hein. C'est du travail qui vient de la psychologie. Donc c'est intéressant de se rendre compte comment tu t'attaches à l'autre, et est-ce que ça te va. Idéalement, on aurait tous un attachement sécurisé, hein. Souvent c'est par là qu'on veut aller, et en même temps, il faut regarder dans quelle relation il est. Moi, en amour, je suis plus anxieux préoccupé, dans le reste, je suis plus évitant. Et du coup, il y a du travail à faire pour aller vers le sécurisé. Je me retrouve dans le sécurisé parfois aussi, c'est rarement noir ou blanc. Peut-être que tu es vraiment dans un, et qu'il va falloir passer à l'étape d'après, etc., pour aller vers un peu plus d'attachement sécurisé. L'autre chose que ça peut impliquer, c'est les croyances autour du couple, c'est les croyances, c'est la vie au quotidien, pardon. Donc ça peut être on pourrait dire que c'est les attentes et les normes culturelles. Donc là, ton enfance, elle a défini ton adolescence à la maison. Encore une fois, la société, les films que tu as regardés, si tu as grandi en Asie, si tu as grandi en Afrique, si tu as grandi en Europe, si tu as grandi aux États-Unis, déjà, juste ça a probablement créé des grandes lignes. Parce qu'il y avait une certaine culture, on va dire, au cinéma, etc. En plus, derrière, il y a les familles, il y a les ethnicités, il y a les religions, il y a les particularités de chaque famille. Donc, il y a vraiment déjà dans ces grands groupes, il y a plein de petits groupes plus petits, et il y a beaucoup de nuances après quand tu vas au niveau du foyer, de la famille dans laquelle tu as grandi. Et donc, pour toi, quelqu'un qui se comporte hors de ces normes, parce que ça paraît évident, en fait, c'est l'univers que tu connais, le monde, il fonctionne comme ça pour toi, la Terre, elle tourne dans ce sens-là, parce que t'as connu ça toute ton enfance, en fait, et tu penses que c'est pareil partout. Eh ben non, c'est pas pareil partout. Et moi, j'ai souvent cet exemple en tête d'une amie qui était en couple avec quelqu'un qui, pour lui, tout devait être évident. Il n'y avait rien besoin de dire dans le couple, fallait pas dire, Alors qu'il y avait une culture, clairement des conflits de culture immenses entre eux, parce qu'ils faisaient pas les choses de la même manière, pas au même moment, etc., et ça créait des gros conflits. Mais le problème, c'était que pour lui, tout ça devait être inné. En fait, si tu pensais pas comme lui, que tu vivais pas les choses comme lui, en gros, t'étais un peu con, quoi. C'est-à-dire que c'était évident que ça devait être comme ça. Il n'y a pas d'autre manière de faire que de faire la cuisine comme ça, de faire les trucs comme ça. C'est comme ça que ça marche, en fait, la vie. Je veux dire, il n'y a pas d'autre manière de faire. Peut-être que si. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Peut-être que ça marche pas que comme ça. Peut-être que c'était parce que lui, dans sa famille, c'était comme ça. Et qu'il a décidé de soit faire l'inverse, soit de faire la même chose. Et il pense que tout le monde devrait faire pareil que lui. Bon, voilà. C'est peut-être un manque de conscience sur où on en est, de ce qui se joue, de la différence entre les uns et les autres. Il y a pas mal de choses qui peuvent aller là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Et donc là, ce qui peut se passer, notamment autour des croyances, c'est que ça va définir le rôle de l'homme, le rôle de la femme, quand je te disais en intro, le rôle du partenaire, le rôle de l'époux, le rôle du père, de la mère qu'on a avec nous, etc., le rôle dans la maison, qui fait quoi. Ça peut vraiment avoir un impact là-dessus. Les croyances aussi à la con, il y en a une tonne, hein. J'avais fait un article et un podcast à l'époque dessus sur les croyances qui plombent le couple. Alors je me rappelle plus de tout, mais c'est des croyances que, je sais pas, tous les hommes sont des salauds, ou des menteurs, ou des trompeurs, ou j'en sais rien, ou que on peut pas comprendre les femmes parce que de toute façon c'est trop compliqué, les femmes. Il y a plein de trucs comme ça qu'on a, c'est peut-être pas les meilleurs exemples que j'ai pris, mais de regarder un peu ces croyances populaires sur les relations de couple, que, je sais pas, l'amour ça peut pas durer plus de 2 ou 3 ans, qu'après quelques années, le sexe c'est forcément un problème, etc. Peut-être que c'est un problème, au bout d'un certain moment dans beaucoup de relations, le sexe, parce que, voilà, on a fait le tour, entre guillemets, et en même temps, il y a plein de couples qui arrivent à se réinventer, et en même temps, il y a plein de manières de dépasser ça. Peut-être que c'est un processus plus ou moins naturel, plus ou moins traditionnel, plus ou moins classique que beaucoup de couples vont vivre. Et en même temps, c'est pas une fatalité, et en même temps, ça peut se transcender. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas juste d'avoir la croyance que c'est comme ça. Ok, peut-être ça va nous arriver, qu'est-ce qu'on fait pour que ça nous arrive pas? Et qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive malgré tout? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu vas faire avec ton ou ta chérie pour casser cette malédiction, entre guillemets, que la société a posée sur toi, avec cette croyance, avec cette culture, avec cette manière de voir les choses, de penser les choses. C'est un peu un dogme, quoi. C'est de dire, voilà, le couple c'est comme ça, le rôle de la femme c'est comme ça, le rôle de l'homme c'est comme ça, les relations de couple ça se terminera comme ça dans tous les cas. Bon, ok, peut-être, pour certains. Peut-être même que je vais passer par ces étapes-là.
peut-être même que j'ai une chance de les transcender, peut-être même que j'ai une chance de complètement faire différemment après, et de plus jamais retourner là. Plus jamais revivre dans ce dogme-là, dans cette croyance-là, dans cette croyance limitante, dans cette croyance frustrante, dans cette croyance blessante, dans cette croyance qui va plomber mon couple. Donc là, il y a beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là sur les croyances. J'en ai parlé pas mal à différents niveaux. Je sais pas ce qui te parlera à toi. Mais voilà. Et la troisième chose peut-être que je voulais amener, donc la troisième grosse partie, donc on a vu les styles d'attachement, donc comment être aimé, comment aimer. On a vu les croyances, on a vu donc les attentes et les normes culturelles, et là on va aller voir sur la communication bien sûr. Parce que ce que tu as vu à la maison, la manière de communiquer ou de non communiquer, ça va te donner des bases, parce que tu as appris à communiquer avec tes parents. Donc si tes parents sont des excellents communicants, des parents sont des catastrophes en communication, tu as appris à communiquer avec eux. Alors oui, il y a eu l'école, oui, il y a eu les copains, oui, il y a eu plein de trucs qui ont influencé, des maîtres, des maîtresses, des profs, voilà, ces gens-là, des entraîneurs, si tu faisais du sport, qui ont pu vraiment peut-être te permettre d'avancer, de cheminer, de débloquer certaines choses, de faire un peu mieux. Mais t'as sûrement appris à communiquer comme tes parents. Et là, des exemples tout bêtes, moi je l'ai vu, si je repense à mon ex-épouse, grandi dans une famille avec un père colérique, elle avait des problèmes de colère. Moi j'ai un père qui était beaucoup moins colérique, qui n'était pas violent colérique, mais qui pouvait, je sais pas, tu sais la fameuse... je vais pas le dire, mais tu sais, les 15 insultes à la française quand tu t'énerves, là, putain de bordel à con, tu vois, ce genre de truc. Mon père en était le spécialiste quand il se tapait l'orteil dans un meuble, ou qu'il se tapait le doigt en mettant un coup de marteau, ce genre de truc. C'était jamais contre nous, avec une violence contre nous, mais il y avait cette explosion de colère. Et dans le cadre de mon ex-épouse, elle avait pris ce côté pour se comprendre que la colère c'est du pouvoir, et à l'utiliser. Et moi je m'étais dit, jamais je perdrai le contrôle. Comme mon père, et du coup je vais refouler ma colère comme pas possible, et bien sûr elle a dû apprendre à gérer sa colère, et moi j'ai dû apprendre à gérer mon manque de colère, et on a tous les deux fait ce travail ensemble. C'était assez intéressant justement d'avoir les deux opposés entre guillemets quoi, et de faire ce travail là ensemble, de moi d'accéder à ma colère, de me rendre compte que j'ai de la colère, parce que passé un moment je l'ai tellement refoulé que je pensais que j'en avais pas, que moi je connais pas la colère en fait, c'est un problème que les autres ils ont. Bien sûr, je croyais que j'étais plus malin que ça. Et la réalité m'a rattrapé. Donc là aussi, tu vois, donc on peut prendre, comme je te disais, soit on va dans la même direction, soit on va à l'opposé. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est un grand classique. Quand tu regardes les gamins à l'adolescence, ils font soit comme papa-maman, soit ils font l'inverse de papa-maman. C'est souvent aussi simple que ça. Bien sûr que si tu regardes de près, il y a des nuances. Je veux pas... Tu sais que j'aime bien souvent parler de nuances et que c'est pas noir et blanc. Mais ça permet quand même de se rendre compte de est-ce que je copie ou est-ce que je fais l'inverse? Parce qu'il y a souvent cet élan-là qui est là, vis-à-vis de nos parents. Moi, je repense à ma mère, des fois, qui a grandi avec une mère très stricte. Du coup, elle était très permissive, elle était très tolérante. Et peut-être qu'elle l'a été trop. Et peut-être que du coup, nous, on a une mère très tolérante. Du coup, si moi j'avais des enfants, peut-être que je serais plus strict. Alors, j'y crois pas trop. Ça n'aurait pas été mon cas. J'aurais pas pris le contre-pied de ma mère. J'aurais sûrement été plus comme elle. Mais peut-être qu'il y a un de mes frères et sœurs qui aurait pris l'inverse et qui serait retourné comme ma grand-mère en fait, à être trop strict, et puis voilà, et on essaie de rééquilibrer. Donc souvent en fait, et devenir adulte, c'est mettre de la conscience là-dessus. Donc est-ce qu'on fait l'opposé, est-ce qu'on fait pareil, et créer soi-même quelque chose souvent qui est entre les deux, qui est ajusté, qui est plus ancré, qui est aligné, vraiment aller sur cette de pas être en opposition et ne pas être dans l'admiration et vouloir faire pareil, se dire ok, bon là peut-être qu'il allait un peu trop loin, elle allait un peu trop loin, qu'est-ce que moi je vais peut-être faire un peu autrement. Là ça a du bon des fois, de mettre un cadre pour les enfants, ça a du bon, des fois de tolérer aussi que les enfants ils explorent librement, etc. Les deux ont du bon. Et c'est quoi la justesse? C'est quoi qu'il a besoin à mon enfant? C'est quoi qu'il y a besoin dans mon couple éventuellement aussi? C'est quoi qu'il y a besoin, etc. Donc ça c'est très important de regarder ça, de mettre de la conscience dessus et de se dire ok, bon là ma réaction automatique c'est comme ma mère, comme mon père, à l'opposé de mon père, à l'opposé de ma mère. Moi, j'aimerais faire autrement. Si t'as pas envie de changer, c'est très bien aussi, mais voilà. Et peut-être dans un autre exemple, donc là je t'ai parlé de la colère, il y a des familles dans lesquelles on parle pas du tout. Et du coup, on parle pas des problèmes, on parle pas des émotions, on dit pas je t'aime, on se dit rien. Et du coup, on va peut-être être dans le cas de quelqu'un qui a du mal à exprimer, donc quelqu'un qui est dans un attachement évitant, détaché, qui a du mal à exprimer ses besoins, dire je t'aime. Il y a des personnes pour qui je t'aime, ça coûte, c'est dur vraiment de dire je t'aime, quoi. C'est pas une petite chose. Et ça peut être le style de la famille. Et si tu as grandi dans une famille-là, peut-être que tu rêves qu'il y ait de l'expression, qu'on se parle, et que toi, tu vas essayer d'aller dans la communication, peut-être que tu vas communiquer de manière maladroite, tu vas peut-être avoir du mal à écouter, parce que
tellement envie de t'exprimer quand t'étais enfant, ou à l'inverse, tu sais juste, tu préfères qu'on t'embête pas, qu'on te demande pas ton avis, comment tu vas, et rien dire. Donc là, c'est encore ton impact, ta culture, pardon, de ta famille, de ton entourage qui a eu un impact sur toi, sur ta manière de communiquer, sur ta manière de gérer les conflits, qui va impacter directement ton couple. Donc ça impacte le verbal, le non-verbal, la manière de communiquer. Un autre truc que j'ai vu classique, le stéréotype, c'est la nana qui dit oh mon mec il sait pas deviner ce que je veux, il devrait quoi. Et je prends ce stéréotype là parce que je trouve qu'il est intéressant. Il y a beaucoup de femmes que je rencontre et avec qui j'ai accompagné qui doivent faire le deuil de ça, comprendre que les hommes, c'est pas comme leur meilleure copine. Déjà, on n'est pas des femmes, et du coup, on n'est pas toujours très bon à comprendre votre univers, mesdames, et du coup, il est important pour vous, par exemple, dans ce cas-là, d'être souveraine et de dire, voilà, c'est ça mes besoins, c'est ça mes attentes, là, ça me ferait plaisir, et c'est pas moi qui le dis, hein, moi je l'ai appris de femmes qui m'ont dit que ça marchait vachement mieux comme ça. C'est pas un mec qui dit aux femmes comment faire, c'est les femmes qui m'ont appris que ça marchait mieux comme ça, et j'ai essayé, ça marche mieux comme ça. Quand ma compagne, elle me dit les choses, ça marche mieux, elle est contente, elle est satisfaite aussi. Et nous, les hommes, on pourrait apprendre, pour donner l'opposé, pour donner un exemple masculin aussi, c'est apprendre à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on est beaucoup d'hommes à pas parler des émotions, pas parler des problèmes, à tout prendre sur nous. Moi, je suis d'une famille où j'ai des oncles, des grands-pères qui se sont suicidés parce que ils parlaient pas. Ils étaient avec un terrain un peu dépressif. Ils parlaient pas de l'émotion, pas de leurs problèmes. Ils prenaient tout sur eux. Et puis, au bout d'un moment, en plus mal médiqués par les médecins, mal accompagnés, etc. Voilà, il se passe des choses assez sombres et assez négatives et difficiles à vivre. Et encore une fois, c'est pas que les hommes sont mieux que les femmes. On a tous un peu nos stéréotypes, on a tous un peu nos problèmes. Des fois, ça va être l'inverse. Ce que je te dis, ça va pas être pas parce que j'en ai fait une généralité que c'est la vérité pour tous les hommes ou toutes les femmes. Ça dépend toujours. Encore une fois, il y a de la nuance. Et c'est important de se rendre compte d'un peu de ces schémas, quoi, de ces grandes lignes qui sont probablement là un petit peu dans ta relation, qui sont probablement là si t'es une femme, qui sont probablement là si t'es un homme. Et peut-être que c'est pas le cas, c'est très bien aussi. C'est pas grave. Mais parce que pour revenir un peu à cette idée de l'autre doit deviner, moi la manière dans laquelle j'aime y penser, et moi quand j'attends que ma chérie elle devine, je le fais déjà envers moi avant toute chose, je suis injuste envers elle, c'est-à-dire que je suis complètement injuste, je lui donne pas la chance de satisfaire mon besoin, je lui donne pas la chance de m'écouter, je lui donne pas la chance d'être là pour moi, parce que intérieurement, je suis blessé, je suis anxieux, je suis en insécurité. Du coup, j'ai une attente envers elle qui a été définie sûrement à mon enfance, à quelque part dans ma vie précédemment, avec une autre compagne, avec quelqu'un d'autre, etc. Et j'ai ce truc-là et que j'attends, oh, est-ce que tu pourrais faire ça? Et puis, je le dis pas, je le verbalise pas, donc je suis immensément injuste envers elle dans ces cas-là. Donc, moi, mon travail, c'est de prendre conscience de ça, lui dire, écoute, t'as besoin qu'elle fasse ça. Ou du moins, tu as le sentiment que tu as besoin qu'elle fasse ça. Peut-être tu peux le verbaliser. Ok, est-ce qu'on peut faire un câlin? Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce qu'on peut prendre du temps? Et en fait, et souvent, ce que je fais, je vais à un niveau plus loin, je me demande, c'est quoi que tu as vraiment besoin? Est-ce que tu as besoin de te sentir important? Est-ce que tu as besoin de te sentir aimé? Est-ce que tu as besoin de quelque chose plus que de l'action physique qu'elle me prenne dans ses bras, qui est un peu plus profond, qui est un peu plus intéressant à regarder? C'est ok, c'est quoi vraiment mon besoin? Un besoin de connexion, ok. On n'est pas, si elle se sent pas de faire un câlin physique et que j'ai un besoin de connexion, on peut s'asseoir, on peut se regarder dans les yeux. Moi, mon besoin de connexion, il sera satisfait. Donc, un besoin de connexion, il y a plusieurs moyens de satisfaire, alors qu'un besoin de toucher physique, mais il y en a qu'un, et peut-être que c'est pas ça mon vrai besoin. Donc, regardez aussi un peu en dessous, ça je t'en parle des fois, d'aller un peu plus en profondeur quand tu as le sentiment, tu as un besoin d'une action, tu vas aller au restaurant avec ton amoureuse, avec ton amoureux. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aller au restaurant, peut-être que tu as une envie de passer un moment à deux, tu as une envie de connexion, tu as une envie d'importance, tu as une envie d'être aimé, il y a un truc derrière. Et ça peut satisfaire de 1000 manières différentes. Il n'y a pas besoin d'aller au restaurant pour satisfaire ça. Donc c'est bien nous de l'exprimer, homme ou femme, de verbaliser nos attentes, nos désirs, nos besoins. Et je passais juste comme ça, si jamais... c'est quelque chose qu'on voit plus, entre guillemets, chez la femme, c'est quelque chose qu'on fait très bien aussi, nous les hommes, vous en faites pas pour ça. On est aussi assez bon pour pas dire et espérer que ça se passe comme on veut. On comprend que, peut-être pour conclure, notre héritage, notre culture familiale, sociétale, ça va guider de manière souvent très inconsciente nos choix, nos pensées, notre vision des choses. Et moi, je voulais en parler parce que je trouve ça, souvent, c'est sous-estimé, tout simplement. On regarde pas ça de cet angle-là.
et on regarde pas ça pour se dire qu'est-ce que je crée aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de co-créer aujourd'hui dans ma vie, dans mes relations, et si ça découlait directement de mon enfance, de la culture de ma famille, de la culture de la société dans laquelle j'ai grandi. Encore une fois, les cultures sont pas les mêmes, même dans certaines régions de la France, quoi. Les cultures, tu vas dans le nord, c'est pas du tout pareil que dans le sud de la France, et en plus, si tu rajoutes des origines différentes, une religion différente, des croyances différentes, des classes sociales différentes, il y a encore 1000 nuances possibles de différence de cette même culture nationale, on va dire, ou régionale, ou départementale qu'il y a dans un endroit. Il y a encore 1000 nuances de ça qui est teintée par les êtres qui étaient là, quoi, dans cette maison, dans ce foyer-là, dans cette famille-là. Donc, et rappelle-toi qu'on est souvent, soit en mimétisme, soit en opposition de ce qu'on a vu. Donc, l'un n'est pas mieux que l'autre. Le mimétisme, ça ne nous appartient pas, parce qu'on fait la même chose que quelqu'un d'autre. L'opposition, ça ne nous appartient pas, parce qu'on fait l'inverse que quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui t'appartient ? Qu'est-ce que toi, tu veux faire ? Quelle justesse tu veux créer ? La justesse, elle est souvent entre les deux, dans la prise de conscience de ce que tu fais. Et de l'ajustement, avec justement cette conscience de quelque chose qui va servir à la relation, de quelque chose qui va être plus approprié, plus juste, plus mature peut-être. Quelque chose qui va nourrir le couple, au lieu vraiment d'éloigner dans le couple. Donc ça, c'était un peu les 3 choses que je voulais dire sur l'impact de la culture, sur quelque chose qui est trop souvent sous-estimé, pour revenir au titre. Et voilà, j'espère que ça te parlera, j'espère que ça te donnera des pistes de réflexion, d'enquête personnelle peut-être, aller creuser un peu en te disant, tiens, ça c'est peut-être comme ça que ça se passait chez moi, voilà, ça se passe comme ça chez moi, j'exprime pas mes besoins, j'exprime pas mes attentes, etc. Du coup, ok, c'est à moi de prendre responsabilité là-dessus, c'est à moi d'exprimer mes attentes. Ce serait quoi si j'exprimais mes attentes ? Est-ce que moi je suis capable de ? Est-ce que ma partenaire est capable de l'entendre ? Comment je fais ? Comment je l'exprime de manière à droite ? Comment j'exprime de manière juste, au bon moment, etc. Ça implique plein de choses. C'est des fois inconfortable de changer ce qu'on fait, donc c'est aussi pour ça qu'on reste dans nos anciennes manières, hein. C'est aussi pour ça qu'on répète, c'est plus facile, il y a déjà une autoroute qui est tracée et on la suit, quoi. Donc, l'idée, c'est de mettre de la conscience sur tout ça, dans ce que je t'invite à faire, dans le travail que je t'invite à faire, et peut-être de décider de faire autrement si ça vaut le coup, quoi, si ça te dit, si c'est important pour toi, si c'est essentiel pour toi, si c'est indispensable pour toi pour vivre des relations d'une différente qualité. Comme toujours, il suffit tu peux liker le podcast ou t'abonner à la chaîne, ça aiderait beaucoup et ce serait très apprécié, je te remercie d'avance. N'hésite pas aussi à mettre une petite note, un petit commentaire, ou à le partager avec quelqu'un. Voilà, c'est les manières les plus utiles avec lesquelles tu peux soutenir le podcast. En plus d'aider un ami, peut-être qu'il a besoin de quelques rappels autour de ça. Ça peut être toujours intéressant. Moi, je propose des accompagnements, il me reste toujours quelques places, donc c'est en développement relationnel, donc c'est pour toi, si tu es tout seul, si tu es en couple aussi, pour un individu ou le couple lui-même, si les deux sont intéressés. C'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, donc tu vois, si par exemple, je sais pas, moi, la culture, elle a un point immense sur ton couple, et j'ai failli faire un épisode sur la belle famille, mais je l'ai un peu tourné. Voilà, la belle famille, ça peut faire partie de la culture, de l'influence de notre partenaire, en fait, par exemple. Donc si jamais il y a ces soucis, cette culture de ta famille, de la belle famille, etc., ça se met en travers de votre relation, comment on peut naviguer tout ça, quoi. Donc si tu as besoin, si tu penses si tu as envie que je t'accompagne là-dessus, tu peux me contacter, tu vas sur graindecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement du site, et tu trouveras mes tarifs, tu trouveras mes services, c'est tout ce que je propose. Et enfin, pour t'aider à mieux communiquer avec tout ça, donc que tu communiques déjà bien, que tu as envie de mieux faire, ou que tu communiques que tu es dans un attachement, on va dire, anxieux ou évitant, et que la communication, c'est pas trop ton fort, et que tu puisses mieux communiquer. Donc je te propose un e-book pour ça, qui est toujours sur graindecoeur.fr, il suffit de rentrer ton prénom et ton email, et tu peux le télécharger, il sera gratuit, et je te l'envoie par email. En tout cas, je te remercie de ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine.